Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite trêve internationale qui fait pas de mal. Dans cette saison compliquée, alors Thomas dit c'est une saison compliquée, je crois dans une vidéo, mais celle d'avant c'était huitième. Donc les saisons compliquées se suivent malheureusement et commencent à fâcheusement se ressembler. Moi c'était une question que j'ai eue comme ça dans une discussion avec un confrère supporter lyonnais, parce qu'on discute, hein, on se pose tous des questions. Et moi, il me dit, toi, tu le sens comment? Je dis, moi, j'ai l'impression que je suis dans un tunnel et je sais pas si je vais aller à droite, à gauche ou tout droit à la sortie de ce tunnel sans fin. Sans fin. Et il me dit, tu penses que c'est dû à quoi? Et moi, je lui dis, bah, je pense que Thomas a dit à un moment donné, c'est vrai qu'il faut peut-être que Monsieur Aulas parte parce que lui, avec ses amis, bah, on sait pas trop où ils vont, honnêtement. Et lui-même, je pense qu'il sait pas trop où il va, parce qu'il se pose quand même beaucoup de questions. On le lit dans ses interviews, il se pose des questions. Hein. Là, il fait son livre comme un testament. Il a de quoi être fier de son parcours, évidemment. Tant à la CJ qu'à l'OL, ça reste un des Lyonnais qui compteront au XXe siècle et au XXIe siècle, évidemment, par l'impact entrepreneurial, l'envergure de ce qu'il a créé, évidemment, c'est incontestable. Mais là, à la fin, c'est un peu en eau de boudin parce que il se met les supporters à dos, les résultats ne sont pas bons, les finances ne sont pas bonnes. Il ne sait plus trop où il va. Preuve en est, c'est qu'il y a quand même un dirigeant historique qui a arrêté Thomas, enfin qui a parlé avec Thomas dans le Groupama Stadium quand il a fait dédicacer son livre. Et il lui a dit, vous feriez quoi en tant que supporter? C'est-à-dire qu'en gros, les dirigeants sont en train de demander à des amateurs, qu'est-ce que vous feriez? Et quand on rentre sur ce prisme, ça devient assez inquiétant, c'est-à-dire qu'on est sur une boussole désaimantée, et ça devient à la limite un peu, ça fout un peu les pétoches, il n'y a plus de pilote dans l'avion, quoi. Enfin, voilà. Alors, ils ont tout à fait le droit de refuser les interviews. Je voyais des gens qui disaient à Thomas, pourquoi il donnerait une interview à une chaîne d'amateurs sur un réseau social? Mais ça se fait aux États-Unis, parce que les Américains aiment bien être innovants. C'est leur parfait droit, attention, de refuser une interview. Évidemment. Ils ont parfaitement le droit, Monsieur Deligé et Monsieur Aulas, de refuser l'interview de Thomas et d'autres chaînes concurrentes, ou complémentaires, puisque vous pouvez être sur plusieurs canaux, pardon. Néanmoins, je pense que ça aurait été bien, voilà. Et en fait, je pense que Jean-Michel Aulas, il craint aussi un peu ce côté qu'est-ce que je vais dire à des supporters? Il a plus trop envie de communiquer aux supporters. Alors, quand il va sur RMC, l'équipe, et qu'il dit je sais pas si je vais quitter, garder, il maîtrise l'exercice parce que il est face à des professionnels du journalisme dans un système un peu convenu où on va pas le bousculer. Mais là, c'est vrai que je peux aussi comprendre qu'il redoute un peu les supporters parce qu'à un moment donné, les questions fâcheuses, c'est Monsieur Aulas, c'est quoi depuis 2012 le projet sportif du club? Ah, bah là oui, c'est vrai que c'est embêtant. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Les statistiques et les faits sont têtus. On va un peu nulle part. Malheureusement, c'est une vérité. Néanmoins, il a pris un virage qui est plus patrimonial que sportif, et on le sait tous. À partir du moment où il s'est engagé dans un stade, il y joue également son argent. Il joue également l'argent de la collectivité, au passage, avec le stade. Faut quand même pas trop l'oublier non plus. C'est nos impôts derrière, surtout les accès. Très lourd d'ailleurs, très très lourd pour un stade privé. Mais à un moment donné, lui, il a fait un choix, c'est-à-dire que voilà, il a 73 ans, il a une famille, il voulait pas peut-être céder 100% des parts qu'il avait à John Textor. C'était plus ses anciens collègues et actionnaires du pacte d'actionnaires d'avant, c'est-à-dire les Chinois, j'ai oublié le nom, excusez-moi, et Pathé, qui, eux, avaient une volonté de cession. C'est ce qu'ils avaient dit au 1er avril dernier. Nous, on veut céder nos parts. Mais Jean-Michel Aulas, en gardant ses parts, quelque part, c'est un peu un cadeau empoisonné, parce que il garde des parts, donc Textor ne peut pas le mettre dehors. Thomas dit, ouais, quand est-ce qu'il partira? Mais il a des parts. On peut pas... je pense qu'ils se sont entendus, ils ont signé des accords entre eux, c'est ce qu'a priori j'ai compris entre M. Textor et M. Aulas. Ils ont signé des accords entre eux, qui fait que Jean-Michel Aulas a un mandat de 3 ans minimum, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, M. Aulas détient 30% du club. Donc c'est quand même compliqué de mettre à la porte un actionnaire qui exerce un mandat de président. Donc le cadeau empoisonné, il est un peu là. C'est qu'on sait que M. Aulas, il n'est pas bête, il est même très intelligent. Il sait que sportivement, ça va pas, parce que ça demande des investissements considérables qui ne sont plus sa priorité.
Donc il raconte un peu ce qu'il peut raconter, mais il faut pas se mentir, aujourd'hui il veut retirer ses sous plus qu'en injecter. Donc on se retrouve un peu pris au piège avec sa stratégie personnelle qui ne va pas forcément avec nous, la vision qu'on aimerait avoir du club. C'est une stratégie collective et sportive payante. Donc s'il défend sa vision patrimoniale, je pense, et c'est logique, mais attendez, mettez-vous à sa place, lui il a des ronds à perdre ou à gagner. Et nous, on se dit, bah ouais, mais nous, on a Oussem Aouar, on a Toko, on a Cacré, et on n'a pas ce qu'on voulait comme joueur. Ni sportivement, ni dans l'état d'esprit, on a les joueurs qu'on veut. Donc, on essaye de colmater avec des Rudy Garcia qui ont fait le taf. On essaye de colmater avec des Lovren, des valeurs sûres, des Lovren, des Tolisso, des Lacazette. Alors, ça marche pas tout le temps à 100%. Mais globalement, ça permet au club de se maintenir en Ligue 1. Mais il y a quand même, en dehors de quelques joueurs qui font le taf, qui colmatent, il y en a quand même beaucoup qui font pas le taf, les 3 quarts de l'équipe. Et puis vous avez Tagliafico, Lacazette, Lovren et Lopez qui font le taf cette année, quoi. Enfin, faut quand même pas se mentir, il y a 4 joueurs qui font le taf, à peu près. Et puis vous avez tout le reste de l'équipe qui est très irrégulière, soit dans l'état d'esprit, soit sportivement. Voilà. Donc la stratégie de Jean-Michel Aulas ces dernières années, c'était des mercatos payants. Il y avait l'étude du CEIS qui est basée en Suisse, donc l'Observatoire du football européen, qui en fait avait dit que Lyon est le deuxième modèle, enfin le deuxième trading positif, le deuxième club en trading positif d'Europe, derrière le LOSC, sur les 10 dernières années. Vous avez Manchester qui était à moins 1 milliard, Manchester United, et Lyon était de plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, j'avais sorti le chiffre dans un édito, deuxième derrière le LOSC en termes de trading positif, c'est-à-dire qu'en gros, il faut vendre, on fait des plus-values sur des jeunes joueurs au potentiel, qu'on ne remplace pas forcément ou qu'on remplace par des joueurs plus faibles, et on attend qu'une nouvelle pépite du centre de formation explose pour le vendre assez cher. Voilà, c'est le trading depuis la mise en place du stade, clairement, 2016. Donc on a vendu post-stade, Tolisso, Lacazette, très cher, Tanguy Ndombele, très cher en 2019. Là, sur les 3 derniers mercato d'hiver, il y a un an, on a vendu Guimarães, 50 millions d'euros, grâce à Juninho. Cet été, on a vendu Dubois, pas du tout cher, mais un deuxième gros transfert de plus de 50 millions d'euros, Paqueta. 60 millions, vous me direz, je crois. Et cet hiver, on a vendu Malo Gusto pour 35 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend notre effectif, on n'a qu'un joueur phare à vendre à chaque mercato. Moussa Dembélé, on peut déjà oublier. Oussem Aouar, on peut oublier parce qu'ils sont libres. Mais c'était censé être des joueurs qui nous ramènent entre 20 et 50 millions d'euros. Voilà, Moussa Dembélé performant, il devait vous ramener au-delà de son transfert de 20 millions. Oussem Aouar de 2019, il pouvait vous ramener 30 ou 40 millions d'euros. Malheureusement, ça ne se fera pas sur eux. Ça ne se fera pas sur Maxence Cacré. Ça ne se fera pas qui est trop limité sportivement, malheureusement. Voilà, c'est pas méchant de le dire, mais il y a un plafond de verre. Le Penant également. Cherki, il y a un plafond de verre, on le sait. Même si on est fan de son toucher de balle et tout, il y a un plafond de verre, on le voit maintenant. Il y a peu de chances que ça devienne une star internationale. Voilà, faut pas se mentir. Peut-être El Arouche sera de ce niveau-là, dans ce qui sort en tout jeune, ou l'arrière gauche de 17 ans qui vient du Havre, Koumbidi. Mais après, vous allez vous retrouver le seul joueur aujourd'hui qui est extrêmement bankable dans l'effectif, parce qu'on enlève Lovren, on enlève Lacazette, on enlève Tolisso qui n'est pas vendable, et puis des joueurs de plus de 30 ans, ou Tagliafico qui va pas être vendu très cher. Le seul joueur qui peut vous ramener plus de 20 millions d'euros aujourd'hui, c'est Castello Luqueba. Il n'y en a qu'un seul. Donc on reste sur ce modèle ces derniers mercato du un joueur très cher à plus de X millions d'euros, à 2 chiffres. Guimarães, Paqueta Gusto, le prochain, je pense que c'est Luqueba, qui naturellement devrait être vendu cet été. Le souci, c'est que Jean-Michel Aulas, il est dans cette stratégie parce que c'est viable, parce que c'est la seule solution qu'il a pour s'en sortir. Voilà. Le problème, c'est de l'autre côté les Américains. Ils n'ont pas mis plus de 800 millions d'euros pour regarder être un club végété entre la 8 et la 10e place. À quand bien même on gagne la Coupe de France, on n'est pas en Ligue des Champions. On est dans une compétition beaucoup moins rémunératrice qui s'appelle la Ligue Europa. Donc vous n'avez pas un pôle d'attractivité des talents, ni un gain d'audiovisuel ou de participation qui ne vaut la Ligue des Champions. Donc moi, leur silence assourdissant du côté des Américains, Textor et les banques et ses amis milliardaires, m'effraie. Leur silence m'effraie.
C'est un silence assourdissant. Ça peut pas durer 3 ans avec Monsieur Aulas. Je pense pas que ça puisse, du côté américain, durer 3 ans. Ils vont dénoncer le deal. Ils ont mis des sommes d'enfer. Alors après, il y a la LDLC Arena, il y a tout un patrimoine qui devait certainement les intéresser, évidemment. D'ailleurs, je voyais qu'il y avait des sociétés comme Arias Consulting dedans qui étaient très orientées investissement d'enceintes sportives ou autre. Enfin, c'était très... J'en avais parlé un moment. Moi, je me pose des questions. Jusqu'à quand les Américains laisseront-ils faire les choses jusqu'à quel point de développement d'OL Valley laisseront-ils faire les choses Ils vont pas avoir un club qui végète à 800 millions d'euros au milieu de la Ligue 1. L'an prochain, le fameux dirigeant qui parlait à Thomas a dit quelque chose, tenez-vous bien, je pense que vous allez vous accrocher à la chaise. Et qu'est-ce qui vous dit qu'avec ce même effectif l'an prochain, on joue pas le podium? Alors là, je dis, hein? Ah non, non, il n'y a plus de paille, il n'y a plus Paqueta, on n'a plus ça. Tanguy Ndombele, parce qu'avec ces joueurs-là, quand on en met 3-4 comme ça, on peut aller choper une 3e place. Même pas un titre, faut être honnête. Mais c'est pas avec l'effectif qu'on a, on est quand même hyper loin du podium. Il y a quand même 38 journées, et vous avez quand même un directeur de l'Olympique Lyonnais qui se pose la question quand même si ça peut pas le faire l'an prochain, avec cet effectif. Alors c'est vrai qu'au bout de 24 journées, on est complètement largué. C'est le fruit du hasard comme l'an dernier, certainement. En plus, on a changé d'entraîneur, donc c'est peut-être le fruit du hasard. Non, c'est pas le fruit du hasard. Sur un championnat entier, des accidents industriels comme Schalke nous le firent il y a 2 ans, c'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Moi, honnêtement, la solution, comme le disent beaucoup, ça vient des Américains, ou pas. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, dites-le moi. Hein. Moi, j'avouerai que je ne sais pas. Je suis pas du tout dans la finance. Qu'est-ce qu'ils ont négocié juridiquement avec Monsieur Aulas? Je ne sais pas. Ça peut pas durer, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est soit vous désintéressez les supporters et les gens, ils lâchent le club. Il y en a plein qui vont lâcher, honnêtement. Voilà, quoi. Mais on supporte ta vie à la mort. Non, 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 non. On regarde moins les matchs. On les regarde d'un autre œil. On s'en fout. L'émotion, elle est moins forte. Elle vibre moins. Il y a une lassitude. C'est naturel, c'est humain. Il y a une lassitude. Je vais même vous dire, je connais pas mal d'amis qui sont supporters du PSG. Maintenant, le projet Qatar après la gifle contre le Bayern, il est où? À part avoir 3 stars devant, dont un qui a toujours quand même des problèmes psychologiques assez importants, Neymar. Gros problème psychologique, le garçon, quand même. Et ça enlève pas le talent, balle au pied. Un qui voulait gagner son trophée avec l'Argentine, maintenant, bon, c'est compliqué de le remobiliser. Et puis, un 3e qui croit qu'il peut tout faire pour 11 joueurs Mbappé. Les autres, honnêtement, ils brillent pas. Donc le projet, il est coupé en 2. Et honnêtement, le Qatar, c'est un échec. Investir autant d'argent pour gagner du championnat de France et puis de moins en moins facilement être éliminé désormais en 8e de finale de Coupe de France et avoir son plafond de verre des 8e de finale d'Europa League en ayant mis 1,5 milliard sur le mercato, c'est un échec énorme. Donc il n'y a pas que nous qui nous posons des questions, il y a d'autres clubs. Non mais j'ai rien contre les supporters du PSG, mais j'ai des discussions avec des supporters du PSG, ils en sont là. On a un point commun, on sait pas où on va. Par contre, on a une direction qui se voit plus belle ou qui fait semblant de communiquer pour se dire on est plus beau qu'on ne l'est en réalité. Nous, on est réalistes, les faits sont têtus à l'OL. On est largué en championnat par des clubs qui ont beaucoup moins d'argent que nous, qui recrutent beaucoup plus intelligemment. Et la machine lancée par Jean-Michel Aulas autour de son patrimoine propre, en fait, ne fait qu'alimenter notre déchéance. Alors, c'est son argent, on est bien d'accord, c'est son club, on a bien compris. En ça, on a compris que c'est pas à nous. Sauf quand il s'agit de payer les rocades, ou les tramways, ou les machins. On a bien compris qu'on n'était rien, on a bien compris. Mais c'est même pas une histoire de venir sur la chaîne ou pas, il le fait avec personne. On est l'alimentation d'une mégalomanie de quelques-uns, pour un club finalement qui n'intéresse de moins en moins, malheureusement, mais que font les Américains? C'est ma question. Donc voilà, moi, si vous savez plus ce qu'ils font, dites-le moi, parce que ça va vraiment éclairer ma lanterne. Voilà, franchement. C'est pas tenable. C'est un club, ça vibre un club. Moi, je préférais être comme, Auxerre, avec de petits projets, parce que les supporters, ils savent où ils vont, avec les moyens qu'ils ont. Nous, on a une espèce de gros mastodonte, une espèce d'énorme super tanker sur la mer, qui prend la flotte, et on sait pas si on doit avoir un plus gros bateau, un plus petit bateau, vers où on navigue, et sous quel vent. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire dans la vie que l'incertitude absolue. Et on navigue dans l'incertitude absolue. Moi, quand j'avais dit la Casette, ça va être un four. C'est vrai que je prenais les stats d'an dernier, c'était 4 buts.
Finalement, il se trouve que la Lacazette, je me suis trompé, il fait super bien le job. Bon, Tolisso, je savais que c'était un four. Le mec, il est tout le temps blessé. Je l'ai vu au bout de 10 minutes contre Brest, le mec, il était en train d'halter, de chercher son souffle, les mains sur les hanches. Il a que 28 ans. Bon, quand je vois que on se dit ah on a pris Tolisso, mais Tolisso de 2018 c'est fini depuis longtemps, hein. Ça fait quand même 5 ans qu'il est plus en équipe de France depuis 4 ans le mec, mais arrêtez. On se bassine avec des noms comme Boateng, Tolisso, c'est comme Aouar qui pose avec le maillot de l'Algérie, excusez-moi. Quel est l'intérêt aujourd'hui de Jamel Belmadi de l'appeler en équipe d'Algérie, qui est une équipe quand même compétitive, l'une des meilleures équipes d'Afrique. Un joueur qui depuis 2 ans a mis quoi 7 fois ou 8 fois le maillot de l'OL sur le dos. Enfin honnêtement, faut être un petit peu sérieux quoi. Faut que déjà qu'il retrouve son niveau, je lui souhaite. Qu'il redevienne titulaire en puissance et puis qu'il change de club. Puis après il verra s'il ira en sélection. Voilà, donc moi c'est que font les Américains. Je ne sais pas, j'en sais rien. Dites-moi, on peut pas être comme Vasco de Gama, je sais pas si vous connaissez, qui a passé les 40e rugissants puis le Cap Horn, et ensuite il s'est retrouvé en plein milieu du Pacifique, et c'était le premier, et pendant des mois et des mois, ils n'ont pas vu un bout d'île. Et ça peut pas durer, nous on voit pas un bout d'île. On ne peut pas avoir notre vigilant qui crie terre, non, personne. Donc là, c'est pas possible. Le stade, il est vide. Moi, j'y suis allé. Ils ont dit qu'il y avait 30 000 personnes sur 60 000. Le stade, il était vide. On était 10 000 à tout péter. C'est vide, ça sonne creux. Les gens, ils dormaient. Le mec à côté de moi, il avait son ordi, il bossait. Pour Lyon-Brest, c'est une vérité. Je dis, c'est quoi? Putain, je me fais chier, je vais allumer mon ordi. Tiens, il y a de la Wi-Fi, je vais bosser. Vous voyez où on en est, quoi. Voilà ce qui est devenu notre club. J'aurais jamais cru qu'il devienne ça. Il est devenu. Maintenant, John Textor, dites-nous où vous allez et quand est-ce que vous allez communiquer. Ou est-ce qu'il attend la fin de saison pour vraiment passer aux choses sérieuses et embrayer la deuxième. Passez une bonne journée tous. On garde la foi, mais franchement, faut que ça change.